Hey, bonjour à tous, Renaud Richer ici. Je vous retrouve en direct avec Pascal Prévost, une des personnes que j'apprécie énormément sur le sujet du sport et notamment formateur dans mon école. Salut Pascal. Salut. Donc aujourd'hui, je suis super content parce qu'on va pouvoir parler de l'activité physique, du sport santé et puis de tout un tas de choses qui passionnent Pascal. Et en fait, moi, ce qui me plaît beaucoup là-dedans, c'est que dans notre domaine de la naturopathie, bah, en fait, il n'y a pas de naturopathes qui vont te dire le sport, c'est pas utile, l'activité physique, c'est mauvais. Au contraire, tout le monde est d'accord que c'est nécessaire. Par contre, personne ne sait expliquer le pourquoi du comment et personne ne sait vraiment expliquer quel type de sport, dans quel type de cas. Et je voulais justement aujourd'hui qu'on puisse parler de tout ça avec toi, Pascal, si t'es d'accord. Avant toute chose, si c'est pas encore le cas, pensez à vous abonner à la chaîne de l'école Pranathena pour recevoir les prochaines vidéos et les prochaines interviews de passionnés et d'experts. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo si elle vous donne de la valeur et surtout, dites-nous dans les commentaires où vous en êtes. Par rapport à ça, est-ce que vous connaissez bien le sport? Est-ce que c'est quelque chose où vous auriez besoin de vous perfectionner? Et puis, est-ce que vous pensez vous reconvertir, vous former à la naturopathie? Dites-nous un petit peu tout ça. Donc, pour commencer, Pascal, j'aimerais que tu nous dises qu'est-ce qui fait que tu es tombé là-dedans et que c'est quelque chose qui te passionne autant? Déjà, je suis sportif, déjà, bon, ancien sportif gymnaste de compétition. Et puis, le domaine de la physiologie du corps humain, ça me passionne depuis très longtemps. Déjà, en tant qu'athlète, pour me comprendre moi, comment je fonctionne, bon, j'ai ouvert des bouquins, j'avais 14-15 ans. Et après, j'ai fait la formation d'entraîneur fédéral de gymnastique. Et là, j'ai découvert la biologie, la biomécanique. C'était il y a longtemps, hein, c'est dans les années 80. Et avec les connaissances de l'époque, bien sûr. Et ça m'a passionné, quoi. Enfin, d'essayer de comprendre les rouages du corps humain, c'était pour moi une révélation. Donc la logique a voulu que j'aille faire des sciences du sport sur Bordeaux, dans le STAPS de Bordeaux, que je rencontre un monsieur qui s'appelle Georges Cazorla, qui m'a ouvert des yeux sur... Enfin, d'abord, on va être honnête, c'était Jean-Paul Delage, le premier professeur de physiologie pour le muscle, et après Georges Cazorla pour l'aspect évaluation et individualisation de l'entraînement. Et ça a fait du sens par rapport à tout ce que j'avais comme besoin en tant qu'athlète et en tant qu'entraîneur. Mais il manquait un truc. Il manquait le côté cerveau, le côté cognitif, parce qu'on a toujours orienté d'abord sur la bioénergétique, après sur la biomécanique, et il manquait le biocognitif, et c'est un terme un peu abusif. Donc le cognitif tout court. Et c'est là que j'ai réintégré, après un séjour dans le privé, un cursus universitaire sur le débat de Orsay, sur la biomécanique et la physiologie du mouvement, et de la performance motrice exactement. Et donc la performance motrice est très large, on y reviendra peut-être. Et dans ce parcours-là, la vie est faite de surprises, de bifurcations, de rencontres, et j'ai rencontré un éminent personnage des neurosciences et des sciences cognitives, qui est M. Berthoz, et qui est devenu le même mentor. C'était mon troisième mentor, voilà, Mhm. pour tout dire. Donc j'ai cité mes trois mentors, et qui sont d'ailleurs cités on le voit ici, dans la Bible de la préparation physique en introduction, et je suis en photo avec l'un d'eux, et si je réussis à avoir Jean-Paul Delage là, pour lui offrir mon livre, on sera peut-être en photo dans le prochain. Donc un parcours, disons, initiatique avec le sport, puis les mentors pour essayer de comprendre ce qui se passe dans le corps humain. Et puis mon intérêt personnel aussi, après, c'est l'optimisation. Optimiser, c'est essayer de faire moins pour gagner plus, hein, si je peux me permettre de dire ça. Je fais référence à personne. Et cette optimisation, c'est pour moi la clé de tout, puisque aujourd'hui, on découvre que l'activité physique, après avoir pratiqué à haut niveau, peut détruire le corps humain. Or, mon objectif en découvrant ça, c'était enfin, je me suis posé la question, est-ce que je peux faire moins en ayant le même effet? Et ça a commencé très très tôt, hein, j'avais 16-17 ans. Donc je faisais peut-être moins de séries que les autres, avec moins de blessures, donc déjà avec le même niveau. Bon, ça me parlait un petit peu. Puis après, progressivement, ça a été mon cheval de bataille, et surtout depuis les années 90, où j'ai rencontré Georges, où là, on a pu démontrer qu'un poste dans une équipe de football ou de rugby, un poste peut entraîner des spécificités en termes de contraintes, et que l'entraînement et la préparation physique doivent être orientés pour aider cette personne à subir les contraintes. Et de là est arrivé on va dire le contexte de l'exercice physique ou la nutrition sous contrainte, qui est en gros mon domaine d'intérêt, et dans lequel j'essaie de partager le maximum de choses que je découvre au fur et à mesure que les publications avancent. Voilà. Mhm. Donc, sport santé, en fait, c'est une dérive du sport de haut niveau, Et oui.
L'idée étant quelle que soit la personne à haut niveau ou le patient, le tout c'est de les remettre ou de les laisser en santé. Voilà. Exactement. Bah, en fait, pour nous, tu connais, hein, on en a déjà discuté. Enfin, dans notre approche de la naturopathie, notre travail, c'est permettre la pleine expression de la santé en partant du principe que c'est un capital qui nous est dû, avec plus ou moins des facteurs innés, etc. Mais en tout cas, il y a de l'acquis très très fort dans tout ce qu'on va faire au quotidien. Et quelque part, le sport, c'est vrai que pour beaucoup, c'est soit j'en fais un petit peu et puis je fais un peu comme j'ai envie. Souvent, bah, ça se passe en général du 1er janvier au 15 février. T'as tout le monde, toute la France entière se met à faire du sport, le monde entier, en se disant bonne résolution, etc. Et puis souvent, ça va trop fort. Alors, on a du mal à trouver ce juste milieu et encore plus à individualiser. Alors, généralement, dans la naturopathie, on est des psychorigides de l'individualisation, mais pour autant, c'est vrai que sur le sujet du sport, bah, il n'y a pas forcément de connaissances. Comment tu vois ça, toi, vis-à-vis d'un métier qui nécessite enfin, qui vise à optimiser en fait l'expression de la santé de quelqu'un? Quelle place tu penses que le sport, l'activité physique, etc., de savoir conseiller ça, ça occupe? Dans un ouvrage que j'ai fait sur la musculation fonctionnelle, l'une des premières phrases que je dis dans mon bouquin, ou c'est la phrase qui conclut en fait mon introduction plutôt, c'est que le mouvement, c'est la vie. À partir de là, bah, on est fait pour bouger de toute façon. Hein. Il y a Monsieur Wolpert sur une vidéo que je pourrais à la rigueur partager en lien qui est sur TED. Dans son introduction à sa vidéo par rapport au cerveau, il dit que le cerveau est fait pour gérer un corps en mouvement. Donc, ce qui nous fait vivre, c'est l'interaction avec l'environnement. Et il nous faut un outil qui gère cette complexité. Et il n'y a pas de meilleurs outils que le cerveau pour faire ça. Donc, cette complexité qui nous entoure, il y a tous les niveaux, hein, on pourrait y revenir aussi, elle entraîne, tu l'évoquais un petit peu, une sorte d'impact assez important qu'on redécouvre par le biais de ce qu'on appelle l'épigénétique, qui est que notre action, quelle qu'elle soit, peut avoir directement une incidence sur nos gènes. Et le gène peut être soit modifié de façon bénéfique, soit de façon maligne. Voilà. Et aujourd'hui, Pascal, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les spécificités sportives par rapport, par exemple, on rencontre beaucoup de gens maintenant, pratiquement, je ne vais pas dire tout le monde, mais c'est très très rare de croiser quelqu'un qui n'a pas une pathologie ou qui n'a pas un diagnostic quelque part. Comment ça se passe en fait pour conseiller ça? Est-ce qu'on peut se dire, il y a un sport pour tout le monde, c'est celui-là qu'on doit faire qui nous met en bonne santé? Non, il y a le mouvement pour tout le monde, mais il n'y a pas de sport pour tout le monde. Non, si on part du principe qu'une action, le principe d'action-réaction de Newton, qui est très basique, si à la place d'action-réaction, on met action et gène. On s'aperçoit en fait que notre façon de manger, notre façon de bouger, de penser même, par exemple le stress, la gestion du stress peut avoir un impact direct sur nos gènes et les modifier et entraîner des pathologies et des maladies. Donc ces maladies ne sont que des résultantes en fait, de ce qui s'est passé en amont. Donc l'idée est de refaire le processus inverse. Et là, il y a un très très bon ouvrage de Madame Blackburn, la prix Nobel de médecine, qui a eu ce prix Nobel grâce à ses travaux sur le télomère, en fait, ce qui permet de protéger le gène. Et elle montre comment justement l'activité physique, le côté psychologique, mental, et la nutrition, tout ça peut impacter, le sommeil aussi peut impacter directement nos gènes. Donc il n'y a pas de solution unique, il y a une solution adaptée à chacun. Et on part d'un potentiel de départ. On va dire qu'on évalue quelque chose qui est notre point de départ. Ce qu'a fait la personne dans le passé, on va dire, c'est plus mon problème, ça a été son problème. Mon problème, c'est l'avenir. C'est comment je fais pour changer les petites habitudes à la façon d'un impressionniste, par petites touches successives, pour réussir à faire évoluer les choses dans le bon sens. Et oui. Et ça, je trouve ça hyper intéressant dans ton approche de dire, finalement, la compréhension de ce que peut provoquer l'exercice physique, mais aussi les autres paramètres de l'hygiène de vie, de tout ce qu'on fait au quotidien, finalement, c'est ça l'épigénétique, c'est comprendre que ça a une influence presque aussi importante, et c'est juste que ça module complètement l'espèce de capital avec lequel on arrive et où est-ce qu'on en est à l'instant T. Parce que c'est vrai que souvent, on a des personnes qui nous disent, ah, tu sais, c'est trop tard pour moi. Moi, je peux plus rien faire. J'ai eu des problèmes étant jeune, etc., etc. Et en fait, ça remet complètement en question cette croyance-là, quoi. Finalement, l'épigénétique, c'est de dire, à partir de maintenant, ce que je vais faire va provoquer une réaction qui va influencer ma génétique, qui va influencer mes gènes, qui va influencer l'expression de ces gènes, peut-être même des fois de les réencoder, etc. Et donc, en quelque sorte, on passe de passif avec un truc de départ qui nous programme pour être plus ou moins bien, à acteur. Alors du coup, ça responsabilise aussi. Hein.
ça responsabilise, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une part aussi de responsabilité dans l'environnement, je vais citer personne, hein, mais qui fait qu'on peut avoir des produits nocifs dans l'environnement, que ce soit par l'augmentation de la sédentarité sous forme de certaines contraintes. Le télétravail s'en éteint, hein, on voit très bien ce qui s'est passé. On a 1 an de recul et il y a des résultats qui sont très très intéressants sur les études publiées là-dessus. Il y a l'environnement aussi de l'alimentation. Il suffit d'aller voir en grande surface, si on devait enlever tous les produits qui seraient, on va dire, ultra transformés, bah, il n'y aurait plus grand-chose, quoi. Donc, ça veut dire que l'environnement contient des choses nocives, il faut juste en prendre conscience et savoir comment les gérer au final. Ouais. Exactement. En fait, ce que j'aime aussi, c'est que là, tu dis, il y a des études très récentes, très intéressantes, etc. En fait, ce qui est intéressant, c'est que tu restes pas en disant, le sport, c'est bien, il faut faire comme ça, c'est dogmatique. Tu es tout le temps en train de partager, notamment sur tes réseaux, etc. Les dernières études, qu'est-ce qu'il y a. J'aime bien ce côté-là chez toi, tu sais, l'aspect, je me mets le nez dans la science. Et justement, ce que j'aimerais que tu nous partages, c'est, est-ce que c'est accessible à tous d'aller mettre un peu le nez dans la science, ou est-ce que c'est réservé à des grands professeurs, docteurs, etc., qui auraient en gros cette espèce de primauté sur le fait de parler de ce qui est publié au niveau scientifique international? Alors, il y a deux aspects dans la question. La première, c'est l'accessibilité. Aujourd'hui, c'est impossible de ne pas dire qu'on n'a pas accès à la science, c'est faux. Une grosse partie des publications sont faites publiées plutôt sur des sites en libre accès. Certaines sont verrouillées, mais il y a toujours moyen avec les chercheurs assez aguerris dans ce domaine, de trouver un moyen de se les partager. Et le deuxième point, c'est que la publication scientifique, d'abord, se fait en anglais. Et si on sait lire l'anglais, il n'y a aucun souci. Et pour parler juste de Didier, qui a coécrit le livre sur la préparation physique avec moi, quand on s'est rencontrés la première fois, il ne parlait pas un mot d'anglais et il ne lisait pas l'anglais. Et je lui dis, mais ça va être compliqué si tu veux faire un diplôme de prépa physique et puis de ne pas faire appel à la science pour valider tes pratiques, ça va être très très compliqué. Et je lui dis, il y a un truc qui est très simple, hein, c'est que la science, elle aime bien les choses formatées. Une expérience, c'est on contrôle plein de paramètres, on n'en fait varier qu'un seul pour voir ce qui se passe, etc. Les articles scientifiques, c'est pareil, c'est normé. Et donc, ça veut dire qu'une fois qu'on en a lu un, qu'on comprend le processus, c'est facile de relire après les autres articles. Et puis, c'est ce qui s'est passé avec Didier. Hein. Après, il a ouvert un dictionnaire pour comprendre les mots anglais qui étaient un peu difficiles, mais il y a plein de mots de science qui sont des mots qu'on connaît quand on fait un petit peu de biologie, par exemple. Donc, c'est juste le temps, en fait. Pour moi, c'est le temps qui me manque. Alors, le sommeil, c'est fondamental, mais on pouvait trouver une façon de suppléer au sommeil pour pouvoir faire des journées de 24 heures et m'abreuver de données de ce type-là, ça me plairait, ce qui n'est pas possible. Et donc, les 2 points, en fait, si on arrive à comprendre que c'est en libre accès pour beaucoup des données, qu'il faut savoir parler anglais et qu'on a juste à avoir un dictionnaire éventuellement pour comprendre ce qui se passe. Après, il y a des données peut-être un petit peu pointues, des domaines un petit peu pointus d'un point de vue physiologie, mais l'accessibilité, elle existe, elle est réelle. Maintenant, c'est le troisième point qui n'était pas dans ta question, c'est l'interprétation. Et oui. Comment donner du sens à ces choses-là? Est-ce que c'est valide? Est-ce que c'est, pas manipulé au final? Et est-ce que je peux vraiment en tirer profit de ces données pour ma pratique de tous les jours? Là, on voit très bien avec l'épisode qui s'est passé depuis 1 an qu'il y a des secteurs où l'honnêteté scientifique n'est pas de mise et le pouvoir de l'argent a un petit peu pollué depuis des années, des dizaines d'années, ces domaines-là. Ce qui fait que dans mes formations, la première chose que je montre, c'est comment on fait pour détecter des conflits d'intérêts. Tout simplement. Moi, j'en ai aucun. Hein, tout le monde peut aller voir sur Internet, il n'y a aucun souci avec ça. D'ailleurs, c'est ce que je devrais faire aussi à chaque fois que je fais une vidéo, c'est d'expliquer que j'ai aucun conflit d'intérêt. C'est partie des droits que l'on a en tant que scientifique, en tant que docteur en sciences. Et c'est d'ailleurs passé dans une loi qui est complètement passée inaperçue en décembre 2020. Ils ont rajouté ça dans les textes de loi concernant les docteurs, notamment en médecine. Je suis docteur en sciences et des docteurs en médecine. Et ce point-là, justement, ce docteur en sciences et pas en médecine, fait que je vais explorer des domaines de la médecine avec mon côté scientifique. Parce que être docteur, c'est simplement apprendre des méthodologies, des outils d'analyse, des outils de réflexion. Et on peut les transférer à d'autres domaines si on a le bagage, on va dire, scientifique pour les comprendre. Donc c'est quelque chose de très... moi, je suis très transversal, très horizontal, et je vais piocher dans tous les domaines qui m'intéressent pour essayer de comprendre les choses que j'essaie de partager, quoi. Et oui, et oui. Mais je trouve que c'est intéressant ce que tu dis parce que finalement, on a l'impression que la barrière entre quelqu'un qui peut s'intéresser à la science et quelqu'un finalement qui va juste subir les directives qui sont prises sur la base de la science qu'il comprendra jamais, en fait, on a l'impression qu'il y a un canyon.
Je me souviendrai toujours d'une vidéo d'Idriss Aberkan qui disait, quand on étudie le cerveau de quelqu'un et qu'on lui projette une équation mathématique sur un écran, ça active la zone du n'essaye même pas. Tellement les gens sont conditionnés pratiquement que c'est impossible pour eux. Alors qu'en fait, en réalité, aujourd'hui, on a des traducteurs sur les ordinateurs. Tu prends une étude scientifique, tu cliques sur traduire. Déjà, ça commence à te dégrossir le truc. S'il reste des mots, avec un dictionnaire, tu t'en sors. Et tu peux le faire. C'est juste que il faut accepter de passer un petit peu, de passer un petit peu du temps et finalement de développer la compétence qui te permet de le faire, mais qui est pas un truc qui nécessite d'avoir fait justement des années de doctorat. Par contre, sur l'interprétation et la capacité à observer si ce qui est valable, confronter des résultats, etc. C'est vrai que ça nécessite quand même un petit peu plus de méthodologie, mais en tout cas, je pense que c'est quand même accessible et que ça éviterait bien des déboires qu'on a actuellement où les décisions qui sont prises sont anti-scientifiques et où les gens finalement sont perdus parce que ça relève plus d'aucune logique et quelque part ils auraient accès aux informations s'ils souhaitaient se mettre entre guillemets au niveau ou en tout cas dans une version d'eux-mêmes qui peut prétendre aller regarder toutes ces informations. C'est important. Oui, et puis c'est vrai qu'après, il y a un point, tu l'as évoqué, euh, qui peut être difficile, c'est quand on va essayer de vérifier la publication. Et il y a un monsieur qui fait très très bien à Marseille et à chaque fois il débug les travaux qui sont pas cohérents en fait. Entre ce qui est dit, la conclusion et les résultats, il y a des choses qui vont pas en fait. Il faut avoir un petit peu de bagage statistique en fait, pour montrer ça. Et ça, c'est peut-être l'outil mathématique que sont les statistiques qui peuvent aussi poser problème quand on ne connaît pas ce domaine-là. Mais il y a des gens, là, on les voit sur Internet, hein, sur des chaînes YouTube, etc., qui font des interviews, qui font ce travail-là et qui montrent justement où sont les biais sur lesquels on peut tomber, en fait. Donc, il ne faut pas imaginer que tout le monde peut devenir docteur en sciences ou du jour au lendemain juste en lisant des publications. Il y a des stats, il y a des méthodologies, etc. C'est un peu long. Mais par contre, l'essence de la science, donc l'information qu'il y a à transmettre et le message qu'on veut faire passer, ça oui, c'est tout à fait accessible. Et, enfin, moi, en tout cas, j'essaie de le vulgariser au maximum pour le partager au plus grand nombre. Bien sûr. Et justement, dans tes partages et dans tes enseignements, notamment, je reviens sur la thématique sur laquelle tu vas intervenir dans l'école, c'est-à-dire le sport santé, l'activité physique, on va dire adaptée. Comment est-ce que ça se passe quand on est face à quelqu'un et qu'on doit individualiser les conseils en termes d'activité physique? Alors ça, c'est une grosse question, ça. Alors, soit la personne est volontaire et elle vient te voir parce que tu n'es pas seul traîneur et on a été recommandé par quelqu'un d'autre auprès d'elle. Donc, elle a fait déjà un premier pas. Et après, c'est ce pas, est-ce qu'elle va le valider? Est-ce qu'elle va vraiment le faire? Donc, passer à l'action. Elle est pour l'instant en stand-by, elle écoute, elle regarde. Et généralement, si elle est volontaire, c'est plus facile. Par contre, s'il y a des freins, des freins psychologiques, des freins des biais en fait, cognitifs, tout simplement liés au fait qu'elle pense qu'elle est incompétente dans ce domaine-là, et que puis ça va être trop dur en fait pour réussir à se remettre à bouger, tout simplement. Bah, je vais vite la faire redescendre sur terre et dire écoutez, je peux vous montrer des choses que j'ai fait avec des seniors de plus de 80 ans qui sont, je pense, tout à fait accessibles pour vous. Et les résultats sont incroyables. Et ça, on sait ça depuis les années 80 à peu près. Il y a des premières publications là-dedans dans le domaine des seniors, les plus de 80 ans. Les faire bouger, ça donne des résultats incroyables. Donc, c'est-à-dire que ces gens-là qui sont quelquefois dans des instituts de gériatrie, dans un état vraiment physique délabré, le peu de mouvements qu'ils vont faire, ça va très très vite. Quoi. Ça va très très vite. Donc, une personne qui serait, peu importe sa pathologie, hein, qui serait dans cette idée que, en fait, non, c'est trop dur. Non, c'est redécouvrir qu'on est compétent pour ce domaine-là, qui est le mouvement, tout simplement. On n'y pensait plus parce qu'on était dans la sédentarité, on a une habitude de vie qui s'est ancrée comme ça. Et puis après, c'est ces biais-là qu'il faut démontrer. Puis peut-être des aspects de personnalité. Et là, je suis en train d'essayer de faire une synthèse justement sur l'impact de la personnalité sur la perte de poids ou la prise de poids, parce que ça marche dans les deux sens. Est-ce que ça peut être un frein ou au contraire un accélérateur, un potentiateur ou un catalyseur dans les deux sens? Et là, on tombe sur un aspect que, en diététique ou en nutrition, on parle pratiquement pas, quoi. Et donc tout ça, c'est l'individu en tant que tel, hein, dans ces trois aspects. Alors, les trois grands aspects que je cite toujours, c'est le côté physique, le côté neurophysiologique, la norme nutrition, sommeil, etc. Puis la cognition avec la personnalité, la gestion du stress. Donc ces trois facettes-là, il faut les avoir en tête en permanence pour prendre en charge quelqu'un.
prendre en charge, mais ce mot-là, j'aime pas trop non plus. Pour accompagner, c'est mieux. Et lui faire prendre conscience avec des outils différents de toutes les ressources qu'elle a, quel que ce soit au niveau cognitif, donc neurophysiologique ou physique. Et qu'avec ça, elle peut faire face à n'importe quoi. Et il y a un monsieur qui avait écrit un bouquin remarquable, monsieur Thierry Hansen, sur la solution intérieure. Alors, au départ, c'est un médecin, un neurologue, et qui était surpris de voir le nombre de personnes qui étaient en échec dans certaines maladies assez graves, qui laissaient partir parce qu'il n'avait pas de solution, et qu'il les voyait revenir 1, 2, 3, 10 ans plus tard en disant « Monsieur, je suis guéri », il ne comprenait pas. Là, si on oublie ces 3 facettes-là, c'est sûr qu'on passe à côté de quelque chose de très important. Voilà. En fait, ce que tu disais tout à l'heure, le mouvement, c'est la vie. C'est amusant parce que parfois, on a l'impression que certaines personnes se considèrent presque comme déjà morts. Tu sais, en disant, je peux pas, en fait, je peux pas bouger, etc. Mais en fait, moi, je leur dis tout le temps, à partir du moment où t'es pas mort, c'est que la force vitale qui est en toi, qui anime toute chose, elle est d'accord pour que tu bouges. Parce qu'en fait, sinon, tu serais déjà mort, en fait. Tu peux pas être mort avant l'heure. C'est soit t'es mort, soit tu ne l'es pas. Si t'es pas mort, t'es fait pour bouger, tu es fait pour vivre en fait en réalité. Alors tu peux être effectivement perclus d'arthrose, avoir des gros problèmes de mouvement, d'obésité, de tout ce que tu veux qui peuvent être qui peuvent justifier le fait que ce soit pas évident. Mais quoi qu'il en soit, si tu devais être déjà mort, tu serais mort. Donc quelque part, c'est que c'est encore possible. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans ton approche, c'est de dire finalement, on va pouvoir accompagner, individualiser, et s'il le faut, on utilisera des outils pour les seniors, même si c'est une personne qui est plus jeune que ça, simplement parce que on va s'adapter au niveau de la personne. On va pas lui imposer par dogmatisme. Non, non, en ce moment, la mode, c'est de faire des hits. Le gars, il a pas fait de sport, il est en obésité morbide. Allez, tu vas faire des hits dès le départ. À un moment donné, il faut être capable de jauger ça et justement d'orienter là-dessus. Alors nous, en tant que naturopathe, on sera jamais des coachs sportifs certifiés, BPGEPS et compagnie. C'est pas notre travail. Au contraire, on sera dans la collaboration. Mais l'idée, c'est quand même d'être capable de dire, bah voilà le type de sport qui serait peut-être intéressant pour vous. Voilà peut-être le type d'activité physique vers lequel se tourner, parce que dans votre cas, c'est ce qui serait le plus intéressant. Plutôt que de dire aux gens, remettez-vous au sport, et puis démerdez-vous, puisqu'il y a 90% de chances qu'ils fassent pas le bon truc et qu'ils se mettent dans le rouge, ou qu'ils le fassent. Et donc, on a perdu l'enthousiasme de la personne. Et je pense que c'est nécessaire d'apprendre justement à individualiser un conseil en disant, voilà plutôt le type de choses à faire, le type d'exercice, est-ce que c'est plutôt de l'endurance, est-ce que c'est plutôt de l'intensif, du court terme, bref, toutes ces choses-là, je pense que c'est indispensable si on veut remettre en mouvement des personnes qui ont arrêté. Et puis nous, bon, c'est un petit peu notre travail tous les jours de récupérer des gens qui pensent que rien n'est possible. Très souvent, quand ils viennent voir un naturo, et c'est triste d'ailleurs, malheureusement, les gens viennent là quand ils disent, en fait, dans le cursus officiel, il n'y a plus de solution pour moi. On m'a dit qu'en gros, il fallait que j'apprenne à être comme ça et il n'y a plus de solution. Or, en fait, souvent, il n'y a plus de solution d'un point de vue du schéma qui est appliqué, du schéma de pensée qui est appliqué dans la discipline en question. Mais quand on prend un autre schéma, des fois, il y a d'autres solutions qui émergent et peut-être parfois il n'y en a pas, mais parfois il y en a. Et donc, c'est intéressant pour nous de réintégrer du mouvement dans la vie, dans les ajustements d'hygiène de vie, dans la modification aussi des schémas de pensée, du travail émotionnel, comme tu le disais très très bien. Ça, c'est des choses que j'ai voulu intégrer dans l'école, en fait, parce que très souvent, la naturopathie, ça se résume à 80% l'alimentation, mais en plus avec une vision dogmatique des années 70 grand max, 70-80. Et en plus de ça, derrière, on vient te donner des plantes, quoi. Grosso modo, voilà, des plantes. Et alors, je dis toujours, mais alors, si tu prends pas tes plantes, il se passe quoi, en fait? Est-ce que tu vas vraiment changer? Comment ça fait quand tu prends pas tes plantes? Ah, le stress, des plantes, des fleurs de bac. Ok, mais du coup, quand t'arrêtes, c'est comment? Apparemment, c'est pareil. Ton patron, il te fait toujours chier, t'arrives pas à gérer. Enfin bref, tu sais pas t'exprimer autrement. Il y a rien qui change dans ta vie. Donc, on a intégré tout un tas d'outils sur la sphère émotionnelle, etc. Et je sais qu'avec toi, on va aussi travailler sur la partie peut-être relative aux énéagrammes et aux profils comme ça, un petit peu psychologiques, dans le cadre de l'accompagnement. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Alors, ce que tu viens de dire aussi, tu vas voir le lien. On va le faire. Dans cette approche de l'accompagnement individualisé, on a un souci qui est la congruence. Comment faire en sorte que la pensée d'une personne soit en cohérence avec son corps, en fait. Donc, il y a un décalage entre, quelquefois, l'idée que la personne se fait de son potentiel et son potentiel réel. Et ce que montrent ce que j'essaie en tout cas de démontrer, de valider dans les dernières approches que je fais depuis 5-6 ans dans l'individualisation, justement l'apport de la génétique,
c'est de montrer, par exemple, sur la nutrition, le diabète de type 2, en fait, il y a, d'un point de vue génétique, plusieurs diabètes de type 2. Mais réellement, ça veut dire qu'on ne peut plus donner les mêmes consignes, les mêmes recommandations, le même suivi nutritionnel en fonction de ces profils génétiques. Et dans ces sous-groupes-là, il y a même encore des sous-groupes où on peut encore aller un petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'on peut, il ne faut pas devenir des ayatollahs de la divinisation, mais l'idée ici, c'est de voir qu'il y a une solution qui peut être générale, qui peut intéresser plein de monde, mais qu'à un moment donné, il va falloir resserrer. Et ça, c'est vrai même pour l'activité physique, dans le sens où, par exemple, sur le travail du HIIT dont tu parles, alors moi, au départ, j'étais à fond là-dessus, et puis après, je dis non, je suis un scientifique, on va attendre, on va voir ce qui se passe. Et évidemment, j'ai bien fait d'attendre. Et j'ai beaucoup modifié mon premier discours, même si les travaux sur le HIIT sont incroyables sur l'obésité, sur les patients cardiaques, etc. On s'aperçoit, malgré tout, qu'il y a des gens qui sont des répondants et d'autres des non-répondants. Et donc ça veut dire qu'à un moment donné, une méthode ne peut pas être la panacée. Il va falloir trouver, en fait, et tester avec la personne, voir ce qui lui convient le mieux. Et à un moment donné, oui, il y a des choses qui vont se passer, il y a des résultats qui vont émerger de la pratique de telle ou telle forme d'activité physique. En gros, il y a 3 formes d'activité physique de base dans le cardio, par exemple, pour tout ce qui est perte de poids et maladies cardiaques. Et ces 3 formes, il faut les tester et voir laquelle convient le mieux à la personne. Et même en faisant ça, il y a l'aspect cognitif. Et donc là, on revient sur le côté énagramme dont tu parlais, qui est l'un des outils que j'utilise. Mais on peut parler aussi de PNL, plein de choses comme ça, qui sont des outils qui vont compléter. C'est-à-dire que l'approche même de l'exercice physique, certains, on dit non, on souffre. D'ailleurs, on dit je joue au football et je fais une séance de cardio. Je joue pas une séance de cardio, quoi. C'est faire, c'est un devoir presque. Donc il y a cet aspect un peu rébarbatif de l'exercice physique que je fais parce que faut que je sois en bonne santé et non pas pour être en bonne santé. Ça, c'est une contrainte pour certains. Donc, comment transformer cette contrainte en plaisir? Et ben, c'est cet aspect donc, de la personnalité qu'il faut prendre en considération pour être en capacité de comprendre comment la personne fonctionne, quels sont ses leviers, sur quoi s'appuie elle pour prendre du plaisir. Parce qu'on a tous nos leviers. Et à partir de là, essayer de jouer avec ces 2 tableaux, donc la nécessité de bouger, de rebouger, et on l'a fait travailler au niveau qui correspond à son niveau actuel. Tu as dit senior tout à l'heure, en fait, je ne vais pas dire ça à la personne, je vais dire on va commencer à un niveau faible et voir jusqu'où on peut monter avec vous. Alors effectivement, ça sera peut-être un niveau senior au départ. Et puis après, on va tranquillement l'amener de plus en plus vers le haut et vers un niveau où être autonome. On va retrouver son autonomie, son aisance pour bouger tous les jours, ne pas être fatigué dès qu'elle monte un escalier, et voilà. Mais donc, la notion d'effort, c'est à ça que je voulais arriver en fait. La notion d'effort pour un exercice physique n'est pas vécu de la même manière quand on fait un effort pour jouer au football ou au rugby. Ça de Rochelet, je suis Rochelet à la base. Et on prend du plaisir à faire une activité physique sportive de type rugby, etc. Ou de la gymnastique. Par contre, dès qu'il faut monter sur un vélo pendant 2 heures, faire du cardio, bon, c'est rébarbatif, quoi. Et on sait qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien de faire 2 heures comme ça. Le maximum de durée de séance, si c'est 45 minutes avec moi, c'est déjà beaucoup. C'est plutôt proche de 30 minutes. Donc, quelque chose d'accessible, tout à fait accessible, et qu'on peut faire 1, 2 fois, 3 fois dans la semaine, sans aucun problème. Donc, c'est ça, cet aspect-là, en gros, qu'il faut réussir à conjuguer. C'est à la fois l'exercice physique qui est nécessaire, mais il y a des freins psychologiques qui peuvent être différents en fonction de la personne. Et pour la perte de poids, par exemple, il y a avec le Big Five, qui est on va dire, qui est le modèle le plus connu, le plus généraliste des personnalités au monde. Il y a des publications là-dessus. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir un petit peu aller vers la complexité, donc pas rester sur un modèle assez simple, enfin trop simple de mon point de vue, par rapport à ça, parce que il y a des facettes en fait qui peuvent évoluer en fonction des profils pour une même base dans le modèle qu'ils utilisent. Et ces facettes-là, avec les diagrammes, par exemple, que j'ai commencé à utiliser il y a une vingtaine d'années maintenant, eh bien, j'ai trouvé justement cet outil qui me permettait d'aller un petit peu plus loin dans la complexité. Puis comme je suis jamais satisfait, je l'ai même complété avec d'autres approches des sciences cognitives et des neurosciences pour l'étayer et montrer comment on peut aller beaucoup plus loin dans l'utilisation de cet outil qui est incroyablement riche et très efficace sur le terrain pour la personne, parce que j'utilise pour la personne en face de moi, pas pour moi. Ça ne m'intéresse pas. Enfin, c'est pas que ça ne m'intéresse pas, c'est pas la priorité. Ça m'aide à comprendre comment est l'autre, mais c'est surtout l'autre doit comprendre comment il fonctionne pour se rendre compte, en fait, effectivement, se mettre des freins.
il se mettait comment dire, des barrières à l'avancée de ses progrès tout seul, sans l'aide de personne, et après il rejette la faute sur les autres. Ça, c'est un pied cognitif très connu. Quand ça va pas, c'est sur les autres; quand ça va bien, c'est moi. Et voilà, donc c'est tous ces aspects-là qui sont intéressants dans ce que tu disais tout à l'heure. Et en fait, tu sais, j'ai l'impression maintenant que quand tu te positionnes comme accompagnant, bah, c'est très facile en fait d'avoir l'impression qu'il te faut du savoir et qu'en fait, si tu sais bien et que tu es un bon accompagnant d'un point de vue de l'expertise du domaine d'activité, tu vois, bah en fait, c'est bon, tu vas avoir des résultats et que finalement, si t'as pas de résultats, c'est que tu es un mauvais expert. Alors que là, ce que tu dis, c'est qu'il y a toute une nuance sur la manière d'accompagner la personne par rapport à sa psychologie, à son état cognitif, etc. Mm. C'est pas du tout pareil d'être face à quelqu'un qui est dans une phase de burn-out dans sa vie ou d'être face à un sportif qui a le même état peut-être physique, qui veut se remettre au sport, mais qui est à fond parce qu'il est en train de mener un projet et qu'il est très heureux et très euphorique de démarrer. C'est pas pareil. On va pas pouvoir gérer la motivation de la même manière, on va pas pouvoir gérer les ambitions ou ne serait-ce que la mise en action à court terme. Et c'est intéressant ce que tu ramènes là-dedans parce que tu dis, voilà, il y a d'autres outils, tu peux avoir le meilleur exercice, le meilleur truc. Non seulement tu dois tester et observer les résultats parce qu'il n'y a pas d'étude scientifique qui est plus précise que qu'est-ce qu'on obtient en le faisant. Quelque part, tu peux me faire toutes les études que tu veux. Si la personne, elle mange ça, elle prend 30 kilos, elle devient diabétique, je suis obligé de l'observer. Même si tous les autres, ça fait pas ça. Peut-être que elle, dans son cas, c'est spécifique. Et idem sur l'exercice physique. Et peut-être qu'il y a tout un autre pan à gérer d'un point de vue psychologique, d'un point de vue cognitif, d'un point de vue émotionnel, etc. Il y a peut-être d'autres choses à gérer. Je trouve ça passionnant en fait de venir mettre de la nuance. Pour moi, c'est là où j'ai voulu faire intervenir des experts qui maîtrisent vraiment leur sujet, parce que je trouve que c'est pas tant le volume de connaissances qui va faire la différence, c'est la capacité à amener de la nuance là où d'habitude il y a dogmatisme en fait. C'est ça qui va faire vraiment pour moi la richesse d'un enseignement et de la transformation des gens qui le reçoivent quoi, finalement. C'est vrai que moi, au départ, dans mon jeune temps, j'étais plutôt blanc et noir. Donc c'est vrai que c'était plutôt très binaire. Hein. C'est vrai ou c'est pas vrai. Maintenant, je suis plutôt Michael Jackson, je suis gris, hein, pour faire référence à des humoristes. Et cette nuance, elle est très importante parce que justement, une même pathologie, si on prend la position dogmatique, il y a un traitement, et avec des recommandations, une posologie, etc. Et bien, sur l'approche de l'activité physique aujourd'hui, on peut avoir cette approche aussi de posologie, des relations dose-effet. Et on s'aperçoit que les relations dose-effet, en fait, doivent être individualisées au regard de ce qu'on sait aujourd'hui de la position scientifique, pour des raisons très simples, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes gènes. Voilà, ça se saurait, hein, mais même des vrais jumeaux n'ont pas les mêmes gènes. Ma femme est homozygote, hein, donc je connais le cas de figure. Même en étant homozygote, elles ont des différences. Et avec des tests biologiques que j'utilise, des tests à scan très large qu'on appelle le protéomice. Donc, le protéome, c'est en gros la production des protéines par le génome en interaction avec l'environnement, qui donne une idée de la façon dont vos organes fonctionnent entre eux et qui vont donner après l'étape suivante ce qu'on appelle le bétabolome. Donc, on va pas aller dans le détail, mais il y a des outils aujourd'hui qui permettent de scanner comme ça de façon assez précise les gens. Et on s'aperçoit que ces deux personnes qui sont jumelles homozygotes, elles n'avaient pas le même profil. Donc, d'un point de vue, on va dire, accompagnement sur l'aromathérapie, la phytothérapie, minéralothérapie, etc., on ne peut pas donner les mêmes recommandations, alors qu'elles sont jumelles. Et oui. Et donc ça, on est tous uniques. Hein, donc, des copains qui sont un petit peu, un humour un peu particulier, diraient qu'on est tous uniques, mais c'est autre chose. Et cet aspect-là de la science qu'on connaît depuis très longtemps. Le premier à en avoir parlé pour le cerveau, c'est Jean-Pierre Changeux, l'homme neuronal. C'est un bouquin que je l'ai lu quand j'étais à la fac en 84, mais je l'ai dévoré. Parce que je me dis, en fait, il n'y a rien d'écrit. Un petit impact dans l'environnement peut faire une variation dans le système nerveux central et entraîner en fait un comportement un petit peu différent ou une appréciation différente de situation qui va faire que je vais stresser ou pas, par exemple. Oui. C'est incroyable. Et donc on en est là aujourd'hui, on redécouvre ces choses-là avec les outils de big data, d'analyse de façon très large de grandes populations qui font partie de ces études de cohorte très importantes parce qu'il faut de la data pour ça. Mais à la fin, en nutrition par exemple, la conclusion de toutes ces données massives, c'est que le meilleur échantillon pour l'analyse de quelqu'un qu'on va suivre de façon individuelle, c'est n égale 1. Voilà, c'est tout. C'est pas n égale 20 000 ou 30 000 comme dit souvent. Oui. Voilà.
Et par rapport à ça, tu vois, il y a une question qui me taraude, c'est toi qui as quand même une expérience assez longue de l'accompagnement, etc. Tu vois, tu parles de tes études à la fac, ça date quand même un petit peu. Tu as eu l'occasion d'accompagner plein de gens. J'aimerais que tu nous en parles un petit peu des différents types d'accompagnement et d'applications qu'on peut avoir, parce que souvent on a l'impression que tout ça, ça se résume à aller dans une salle de sport, voir arriver des gens qui veulent perdre du poids et leur donner des conseils. Mais j'imagine que tu as eu plein d'autres applications sur plein d'autres avec plein d'autres types de profils, même plus ou moins. J'avais vu dans ta description de biographie quelque part, ou dans ton descriptif toi en tant qu'intervenant, il y avait des trucs un petit peu sympas qui sortent de l'ordinaire et c'est amusant, je trouve. Tu penses à quoi, par exemple? Parce qu'il y en a pas mal. Moi, je pense l'intervention que tu as pu faire par rapport aux forces de l'armée, ou des Ah, choses par ouais. rapport aux astronautes, ou des choses comme ça. Tu sais, là, on Hmm. parle de spécificités très particulières finalement. Là, on va dire, c'est du très très haut niveau. Alors pour les astronautes, c'était avec Alain Berthoz dans un programme. Je non, je l'ai pas mis sous poster parce qu'il il est à côté de moi de mon bureau. C'est Decade of the Brain, la décade du cerveau. Pendant 10 ans, ils ont fait plein de programmes scientifiques pour analyser le cerveau dans l'espace. La raison, elle en est simple, hein, parce que l'espace, c'est un laboratoire de vieillissement accéléré du cerveau, du corps humain en général, mais aussi du cerveau. On pense que c'est en tout cas un très bon laboratoire. On le voit sur la fonte musculaire, on l'a vu avec Thomas Pesquet, hein, il est resté 6 mois et il a mis presque un an à récupérer son physique, euh, au niveau osseux, au niveau musculaire, au niveau fascia. Et pour le cerveau, on pensait que c'était la même chose. Et en fait, non, pas tout à fait. En tout cas, tant qu'on reste dans la banlieue de la Terre, quand on va faire un trajet vers Mars, là, par contre, ça risque d'être un petit peu plus difficile à cause des rayonnements cosmiques. Et on voulait savoir aussi comment l'humain peut s'adapter. Et on a découvert un truc incroyable, c'est que la plasticité du corps humain, en règle générale, est très rapide. Alors, on ne se réveille pas le matin obèse, évidemment. Mais par contre, la plasticité avec laquelle le corps peut changer pour qu'on devienne obèse, elle est incroyable. Et oui. Et c'est vrai dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire qu'on peut faire le chemin inverse. Et pour les forces spéciales, c'était un petit peu le même souci. C'était le fait d'avoir des gens qui vont quand même risquer leur vie sur le terrain, qui s'entraînent comme des fous, parce que c'est dogmatique, justement, dans l'armée. Il faut en chier, il faut vraiment être au bout de ce qu'on peut faire. Sauf que si c'est s'épuise à l'entraînement, comment ça va être sur la compétition, on va dire. Mais là, c'est la compétition de la vie. C'est pas compétition sur un terrain normé avec tout le monde qui est d'accord, on se fait la bise à la fin. Non, non. Là, c'est complètement différent. C'est la vie qui est en jeu. Et donc, l'idée, c'était de leur montrer qu'ils pouvaient travailler de façon différente. Donc, l'optimisation, c'est un petit peu ça. C'est de réduire les temps de travail avec la même capacité à maintenir le niveau physique et cognitif pour partir en opération. Et pour certains, le projet n'a pas forcément pu aboutir avec tout le monde. Mais en tout cas, ceux qui ont joué le jeu ont vu des résultats en moins de 3 mois. Donc, moi, je trouve ça remarquable, cette plasticité de l'humain, parce que c'est une question de survie aussi, quelque part, d'avoir cette capacité. Et les changements du métabolisme avec la modification de l'alimentation, par exemple, sont assez notables. On les mesure assez rapidement. Les changements, on peut le voir avec la glycémie. Par exemple, mesurez votre glycémie toutes les 30 minutes. Prenez un aliment, vous allez voir la rapidité avec laquelle ça change et avec laquelle l'organe, qui est le pancréas, réagit rapidement pour produire les hormones qui rééquilibrent tout ça. Et donc ça, c'est cette machinerie qui est incroyable, d'une grande complexité, qu'il faut apprendre à apprivoiser. Et donc là, pour le coup, faut taper large, hein, parce que moi, je me suis retrouvé restreint, en fait. C'est pour ça que je suis curieux de nature, mais ça ne m'a pas dérangé d'aller voir ailleurs, aller chercher ailleurs des choses qui me permettaient de comprendre la personne que j'avais en face de moi. Donc cette complexité, faut l'accepter et l'apprivoiser en ayant, on va dire, en n'ayant pas d'ornière, en ayant vraiment de hier, pardon, pour essayer sans tout comprendre, de voir qu'il y a peut-être des choses à côté qui pourraient nous aider là maintenant pour la personne qu'on va suivre. Mais ouais, ce fameux esprit de synthèse, plutôt que d'aller buter Voilà. aussi sur tous les détails, c'est tellement. Enfin, moi, je suis tellement un grand fan de l'esprit de synthétique. Ça nécessite pas de tout connaître parce qu'on a l'impression, quand on dit qu'il faut être capable un petit peu de faire une synthèse avec différents domaines, évidemment, on peut pas être l'expert renommé international sur chaque domaine. Sinon, en fait, on n'a plus de vie et il nous aurait fallu 200 ans. Et encore, peut-être même pas, il aurait fallu plus que ça. Mais pour autant, on peut avoir une capacité
à avoir en fait une visu sur toutes ces choses-là pour en faire quelque chose. D'ailleurs, quand on regarde dans les programmes spatiaux, dans plein de choses, ce qui va permettre parfois de faire des grands progrès, c'est de laisser des disciplines autres qui ont démontré quelque chose ou qui ont développé une technologie, bah, en fait, qui n'était pas dédiée à ça, mais qui finalement va être utile. Et en fait, c'est la collaboration qui va permettre d'aller beaucoup plus loin. Et je trouve ça absolument passionnant. C'est exactement ça, oui. Et là, je cherchais, là, en même temps que tu parlais des hyper spécialistes. En fait, là, il y a un livre qui vient de sortir, enfin, que j'ai lu en anglais. Je le cherche parce qu'il doit être en bas sur ma table de salon, ouais. Qui s'appelle Range, R-A-N-G-E, de David Epstein, où il montre justement que l'avenir appartient aux généralistes. Et oui. Et non pas aux spécialistes, aux hyper spécialistes. Parce qu'un hyper spécialiste, en fait, il a une vision très étroite. Alors, il était très très bon dans son domaine, mais il n'arrive pas à faire les ponts. Et bon, souvent, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, il y a des amis qui m'ont appelé le passeur. Et le passeur en science, en fait, c'est quelqu'un qui prend des données, des informations d'un domaine pour les amener sur un autre domaine et montrer en quoi ça peut être intéressant, justement, de voir ce que les autres font pour être meilleur dans notre domaine à nous. Et la préparation physique, par exemple, c'est ça. La base de la préparation physique, pour moi, ça a été ça. J'ai vu mes copains judokas, rugbyman, etc. Je suis allé voir comment ils travaillaient pour m'enrichir dans ma propre discipline, qui est la gymnastique. Et ça m'a ouvert les yeux sur certaines méthodes que je ne connaissais pas. Voilà. Et pour la physiologie, la nutrition, pour moi, c'est. La nutrition, je m'y intéresse depuis que je suis gymnaste. Hein. Je faisais attention à mon poids de corps. Alors, je mangeais bien, mais je faisais un petit peu attention pour pas non plus devenir trop gros, parce que sur la grès, le gras, c'est lourd. Et même au sol, là, pour décoller au sol, pour faire des figures, c'est compliqué. Donc la gym nous apprend à travailler sur de la restriction. Et en fait, je m'aperçois que la restriction, ça ne sert à rien. C'est plus la modulation et répondre, s'adapter aux besoins en permanence, plutôt que de vouloir d'un trait et d'un seul barrer en fait l'accès à certains aliments. Ouais. Intéressant. Et justement, tu parlais de ça quand tu t'es justement adapté en allant observer ce qui se passait à droite à gauche. Bah, qu'est-ce qui s'est passé en termes d'observation sur depuis justement les années 80 où toi tu étais là-dedans? Tout ça en fait, là jusqu'à 2021, est-ce que tu penses que les gens à qui on est confronté en tant qu'accompagnant sont exactement les mêmes qu'à cette époque? Est-ce que tu penses que on a affaire à une autre population avec d'autres spécificités? Et du coup, quels sont les enjeux par rapport à ça pour l'accompagnant? Alors, dans le domaine de la médecine, il y a quelque chose qui gêne beaucoup, beaucoup, beaucoup les médecins. Ce sont les patients experts. Parce que ça les remet à leur place. Et oui. Voilà. Et c'est la mutation, on va dire, d'Internet qui a permis de faire ça. Et moi, c'est comme ça d'ailleurs que Didier m'a rencontré. J'étais en France, je pense, parmi les premiers enseignants à mettre mes cours en ligne à disposition de mes étudiants. Voilà. Je trouvais que c'était important de leur donner accès à tout ce que je pouvais leur produire en cours, plutôt que faire des polycopiés, les PDF, tout ça, c'est facile d'accès. Et donc l'accessibilité de l'information fait que quelquefois on peut aller, pour comprendre comment on fonctionne, pour comprendre notre maladie, aller sur des sites justement où il y a cette information. Est-ce qu'elle est valide? Ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Voilà. Fiabilité, validité, c'est pas la même chose. Hein. Fiabilité, c'est dans la reproduction, et validité, c'est dans la véracité des propos. Parenthèse fermée. Très important. Oui, c'est important. Et donc cette validité, on peut la remettre en question en confrontant justement des opinions. Et ça, c'est la science. La confrontation, c'est la science. On ne peut pas inventer sans confrontation. Enfin, c'est impossible d'imaginer qu'il n'y ait pas de confrontation des points de vue, parce que après c'est du dogmatisme, et on met de côté des choses qui pourraient peut-être faire évoluer notre vision. Et donc ça, c'est un point qui est fondamental. C'est-à-dire l'évolution de l'accessibilité à l'information, elle est incroyable. Au point qu'aujourd'hui, on en parlait avec mes formateurs qui sont dans mon école, dans notre dernière réunion pédagogique, on fait des cours. On leur donne des diaporamas, on leur donne tous nos contenus en PDF sur une Dropbox. Et quand on est en cours, la première chose qu'ils vont faire, au lieu d'aller dans le cours qu'on leur a donné, on passe quand même 10, 20, 30 heures à préparer un cours, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils googlisent la question qui leur pose problème. Alors qu'ils ont l'information qui a été validée, on va dire, d'un processus de réflexion scientifique dans leur Dropbox, et ils vont aller googliser la question. Donc là, on a un gros souci, c'est que la mutation s'est faite dans un sens qui me pose problème, oui et non. D'aller chercher l'information et voir la diversité qu'il y a, c'est super. Oui. Par contre, il y en a tellement que comment je fais maintenant pour m'y retrouver? Et c'est là que les stagiaires, ils sortent des
des réponses à nos questions en cours à partir d'une requête sur Google qui n'ont pas de sens. Je dis, mais est-ce que tu as vu ou est-ce que tu as récupéré l'information? Est-ce que tu as confronté cette information à autre chose? Non. Tu prends ça comme argent comptant. Donc là, c'est le gros danger, en fait. La mutation s'est faite comme ça, et on le voit très bien aujourd'hui. Hein, c'est un levier pour la manipulation de l'information énorme. Bien sûr. Donc ça, c'est la grosse mutation qui s'est faite ces 30 dernières années, on va dire. Et en fait, c'est un truc que j'ai observé aussi beaucoup, et souvent je le dis à mes... J'ai emprunté un petit peu cette image à Wayne Dyer à l'époque, bon, c'est dans un tout autre domaine, mais je dis souvent à nos étudiants, quand vous arrivez en cours, acceptez l'information telle qu'elle est, accueillez-la, étudiez ce qu'on vous donne, et puis ensuite vous allez la confronter à la réalité, etc. Mais si tu commences à arriver en cours et que tu es déjà en train de te dire, bah, du coup je paye des cours, parce qu'il faut quand même se repositionner dans le contexte, tu payes des cours, pour être en train de te demander déjà qu'est-ce qu'il y a sur Google et qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre là-dessus, à un moment, ça marche à l'envers. Pour autant, je trouve ça passionnant qu'on puisse avoir accès à tellement d'informations et que tu puisses plus juste raconter des salades qui n'ont plus lieu d'être, qui sont complètement has-been. Et en fait, en gros, parce que tu as la posture de l'intervenant, ça y est, on doit tout prendre comme parole d'évangile. C'est là où c'est intéressant, c'est que ça va créer aussi de la nuance et ça va créer en fait de la réflexion par la recherche individuelle et personnelle de l'étudiant ou bien de la personne qu'on accompagne. Pour autant, si tu remets en question avant même d'avoir démarré quoi que ce soit, d'avoir accueilli l'info, en fait, en vrai, ta vie, elle va jamais avancer. Faut comprendre ça, quoi. C'est ça aussi. Et j'observe aussi cette mutation. Il y a une autre mutation, moi, que je rencontre beaucoup, c'est le profil des gens qu'on accompagne. Il y a encore quelques années, moi, je me souviendrai toujours de mon grand-père, bien avant son décès, qui me disait, bah, moi, il y a encore peu de temps, les grands-parents, ils portaient un sac de grains de 50 kilos sur l'épaule. Et ça posait pas problème, tu vois. Ils avaient une espèce de robustesse qui était là. Aujourd'hui, avec la sédentarité, le télétravail, avec le ramollissement un petit peu de tout le monde, et puis surtout, on est dans un confort qui nous stimule pas plus que ça. On devrait aller à la ferme tous les matins à 6 heures, je pense que c'est un peu plus robuste. On n'aurait pas le choix de s'adapter, comme tu le disais tout à l'heure, notre corps se serait adapté. On voit des gens qui galèrent à porter un pack d'eau quand même. Il y a quand même des personnes qui se font livrer pour pas porter un pack d'eau au rez-de-chaussée ou au premier étage. C'est bien qu'il y a une mutation aussi des profils physiques, de l'état à l'instant T dans lesquels on récupère les personnes. Alors après, moi j'ai bon espoir qu'ils puissent atteindre un autre état et que ce soit bien plus viable pour eux. Mais quoi qu'il en soit, à l'instant où on les récupère, ils sont pas forcément comme ces personnes qu'on voyait. Moi, quand je me souviens quand j'étais très jeune, les gens étaient quand même bien plus robustes. Tu vois, il n'y avait pas de problème. Quand il y avait besoin pour un déménagement, tout le monde portait des trucs. Maintenant, quand tu demandes pour un déménagement, tu demandes à 20 personnes, tu en as 18 types des pathologies et des contre-indications médicales. Et les deux qui restent, ils t'expliquent qu'il faut qu'ils fassent gaffe parce qu'ils sont un peu fatigués. Et puis que ce soir, ils ont un tournoi de PlayStation, il faut qu'ils fassent gaffe à leur pouce de pas se le tordre. Enfin, on est obligé d'observer, si on est pragmatique, que quelque part, les gens qu'on a en face de nous, c'est pas les mêmes profils. Donc finalement, l'accompagnement doit aussi être adapté. Il y a d'autres blocages, et là, c'est là que toute ton approche sur l'intégration de l'énéagramme ou d'autres outils dans la capacité à accompagner, à individualiser, à performer, etc., ça rentre en compte aussi. Et j'ai une autre question pour toi, Pascal. C'est une question sur comment on en vient à s'intéresser au fascia et éventuellement aussi au trigger point quand à la base, on se forme à l'activité physique et en gros à l'accompagnement comme ça. Ça relève du même schéma intellectuel, c'est-à-dire qu'il faut comprendre la globalité avant de comprendre la spécificité. Et dans la globalité, et ça, je dois rendre hommage à Jean-Paul Delage, qui était mon prof de physio dans les années 80 au STAPS de Bordeaux, qui m'a initié à ça. Donc, on faisait de la dissection sur cadavre. On était à l'école de médecine. C'est comme ça qu'on apprend mieux l'anatomie. Et c'est du tissu mort, bien sûr. Mais pour voir les structures, déjà, pour comprendre un peu ce qui se passe, et souvent, on mettait un coup de scalpel dans des choses un peu blanchâtres, etc., pour accéder au cœur, aux poumons, voire aux muscles. Donc, on enlevait tout ça, puis on regardait les tissus. Et à l'époque, déjà, ils nous expliquaient que le tissu connectif, celui qui fait le lien, en fait, ça, c'était de son point de vue, c'était il y a 40 ans, pour lui, ce lien était fondamental. Et aujourd'hui, la façon dont je me suis approprié cette remarque qu'il m'a faite il y a 40 ans, c'est en redécouvrant, souci de façon personnelle, non pas avec son aide, avec son influence, toute la biologie du tissu connectif. Et ça a dérivé après vers le fascia, qui est en fait on va dire un nom qu'on donne pour expliquer toutes ces structures dans lesquelles baignent nos fibres musculaires et qui forment une seule et même unité
qu'on peut appeler par exemple chaîne musculaire. Il y a des chaînes musculaires dans le corps humain. On ne peut plus parler de muscles. Hein. Si on est dans une salle qu'on va faire une flexion du biceps, moi je travaille mon biceps, en fait, non, tu ne travailles pas tout à fait ton biceps, tu travailles de la chaîne antérieure du bras, enfin du membre supérieur plutôt, donc c'est toute une chaîne qui part de la main, qui va jusqu'au pectoral, et c'est une unité fonctionnelle. C'est plus un seul point, ou un seul muscle. Et donc ça change un peu la donne, parce qu'on ne peut plus aborder le mouvement de la même manière. C'est là qu'on voit que certaines personnes, quand on veut parler d'individualisation, ont des préférences sur certaines chaînes musculaires plutôt que d'autres. Et ça commence très très tôt, hein, dans l'apprentissage de la locomotion. On a des traces même de patterns moteurs dans la moelle épinière. C'est un travail qui a été publié l'an dernier par une équipe italienne dont l'un des membres est quelqu'un qui a travaillé avec moi au Collège de France à Paris. Et il montre par exemple que dans les mouvements de pédalage du gamin qu'on est en train de langer, à qui on remet la couche, eh bien, on n'a pas les mêmes patterns d'activation. Et quelques mois plus tard, on les retrouve dans la motricité quand on leur met les mains sous les aisselles pour avancer sur la table allongée. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'incroyable. Le mouvement, c'est quelque chose qui part du cerveau, avec une intention de bouger. Ça met en branle tout un système de tissus qui sont spécialisés là-dedans, sauf qu'ils sont organisés d'une certaine manière qui nous est propre. Après, on voit des points communs quand même avec les gens. Et là-dedans, le fascia a un rôle fondamental. Et ce rôle fondamental, il a pu être, on va dire, validé par un concept qui est emprunté en fait à tout ce qui est travaux sur les matériaux, qu'on appelle la tenségrité, et qui montre qu'une structure tensègre, c'est une structure qui travaille sur la tension et la compression, avec des tiges. Vous mettez tenségrité et vous avez sur Internet plein d'images justement qui montrent ce que c'est. Donc, ce sont des câbles qui unissent des tiges. Et c'est ultra léger. Les câbles mettent en compression les tiges et les tiges mettent en tension les câbles. C'est une unité, une globalité fonctionnelle. Il suffit de casser juste un câble pour que tout s'effondre. Et ça, par exemple, juste pour faire l'analogie avec le corps humain, prenez un exercice très difficile qui va faire des micro-lésions dans le muscle, eh bien, la force maximale diminue en fonction du nombre de micro-lésions qu'il y a eu dans le muscle. Donc, ce modèle, on peut l'appliquer au corps humain. Donc, ça change complètement l'approche puisque la biomécanique newtonienne ne marche plus dans ce cas-là. Elle marchera de façon extérieure pour faire les rotations en gymnastique, c'est nickel. Par contre, pour analyser ce qui se passe à l'intérieur, pour créer le mouvement, on n'est plus du tout dans le même ordre d'idées. Donc, ça, c'est un point qui est une grande avancée, on va dire, mais qui date d'il y a très longtemps, hein, parce que le temps que ce soit accepté, il faut du temps. C'est toujours pareil, les révolutions prennent du temps à être acceptées. Et là-dedans, les trigger points, ce qu'on appelle les points gâchettes myofasciaux. Déjà, on ne parle plus de muscles, on parle de myofascia. Là, déjà. On ne parle plus de déchirure musculaire, on parle de rupture myofasciale aujourd'hui. C'est dire l'importance des fascias maintenant aujourd'hui dans le quotidien du préparateur physique, du médecin orthopédiste ou du médecin du sport, qui sont bien formés en tout cas, qui tiennent à jour. Et ces trigger points, c'est juste et on va faire le lien juste avec une pathologie après dont on a déjà parlé, la lombalgie. Ce sont des endroits au fait, où il y a comme des nœuds, en fait, des rapprochements, des rétractations de fibres qui vont se faire et qui vont ensuite générer des douleurs. Et la genèse de ces zones de rétractation, très souvent, c'est lié soit à des mouvements qui sont mal gérés, soit à des postures qui sont tenues pendant très longtemps sans bouger, soit à de l'alimentation qui vient perturber l'équilibre dans lequel se trouvent, on va dire, les tissus d'un point de vue global, peut-être avec l'équilibre acide-base, peu importe. Et ça génère des tensions qui se manifestent ensuite par une douleur un peu diffuse, que le système nerveux autonome enregistre en premier. Le système nerveux central n'a pas conscience de ça. C'est lui qui va gérer. Et quand il gère, quelquefois, il met en place des solutions qui peuvent marcher, puis d'autres fois, ça ne marche pas. Et là, on a une tension qui va se créer, un point qui va être douloureux à la palpation. Donc, on ne le sent pas au départ, il n'y a qu'en main, puis ensuite qu'on découvre qu'on a mal. Et les trigger points sont en fait le traitement de cette zone-là, qui est une zone de révélation d'un conflit qui s'est fait, peu importe l'origine. En tout cas, il est là maintenant, il faut le traiter. Et une fois qu'il est traité, par contre, s'il revient, il y a peut-être à se questionner sur la cause. Oui, bien sûr. C'est bien de gérer ça, mais il faut trouver la cause. Et la lombalgie chronique, typiquement, c'est ça. C'est rétractation des fascias. Imaginez un tissu qui est rétracté. Une fois qu'il est rétracté, vous voulez bouger, tout de suite, on met en tension maximale, parce qu'il est complètement resserré. Oui. Donc, fouillez doucement, redonnez du mouvement à cette zone-là, et progressivement, la douleur, parce que l'extensibilité, on appelle ça l'extensibilité, se remet en place, le tissu retrouve du mouvement,
et après, il n'y a plus de douleur. On le met dans un état en fait où il va tolérer un plus grand allongement sans avoir mal. Alors que là, bah, il est rétracté, puis dès qu'on bouge, hop, ça fait mal. Et oui, bien sûr. Ouais. Ce que je trouve passionnant en fait dans cette approche, si tu veux, c'est aussi le côté. Enfin, moi, j'y vois là-dedans quelque chose d'extrêmement fonctionnel pour toutes les Ah oui. personnes, tu sais, qui se disent, voilà, c'est finalement résoudre toutes les causes qui ont créé cet état. Ça va prendre du temps. Est-ce qu'il va falloir changer toute ma vie, etc. Mais là, avec ce genre d'outils, on peut relancer du mouvement. On n'oublie pas que quelque part il y a des causes et que ces causes, il va falloir les résoudre si on veut pas que ça revienne de façon chronique. Mais quoi qu'il en soit, ça permet de libérer un peu et de redonner du mouvement. On a la même chose en naturopathie, je fais ce parallèle parce que les gens pensent toujours que je critique les fleurs de bac ou les plantes sous prétexte que ce serait beaucoup mieux de gérer les émotions et de gérer les schémas mentaux. Mais c'est vrai, donner des fleurs de bac à quelqu'un qui est au bout du rouleau et qui a vraiment besoin d'un petit coup de pouce au niveau émotionnel, ça peut l'aider en fait à se remettre en mouvement là où il était en grande souffrance et que pour lui il y avait plus d'issue en fait, très peu de solutions. On parle pas de gens qui vont se suicider, etc. Mais on parle de gens qui des fois savent plus du tout par quel bout prendre les choses et que quelque part, simplement en apaisant un petit peu, bah, ça permet de remettre du mouvement. Au même titre que je me souviendrai toujours quand j'avais un méchant lumbago étant jeune, qui commençait à vraiment bloquer l'usage d'une de mes jambes, tu vois. Donc j'étais avec béquille et compagnie depuis plusieurs mois. Et en fait, mon médecin disait, faudrait que tu prennes des anti-inflammatoires. Mais je lui dis, mais les anti-inflammatoires, à part enlever ma douleur et mon inflammation, qu'est-ce que ça va faire pour enlever la cause de mon lumbago? Alors j'étais déjà un peu psychorigide de ça et pourtant pas du tout là-dedans. Et en fait, il m'avait expliqué quelque chose qui s'avère dans la pratique avoir quand même relativement fonctionné. C'était aujourd'hui, tu es tellement enflammé que le moindre mouvement, en fait, ça tire sur des choses et ça crée de l'inflammation. Donc si on le désenflamme même chimiquement, tu verras que ton mouvement, il va pouvoir revenir petit à petit et tu vas redémarrer. Alors je pense qu'il y avait des choses à résoudre et que c'était pas du tout par hasard que j'avais ça. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est vrai que en désenflammant la zone, bah, ça a créé moins de points de tension, etc. Et donc, j'ai fini par redémarrer. Alors, je suis pas en train de dire prenez tout de suite des anti-inflammatoires, etc. Pas du tout, c'est pas du tout la vision de la maison. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que l'air de rien, parfois, d'agir de façon un peu presque superficielle sur quelque chose qui redonne du mouvement, qui repermet au corps de redémarrer, bah, ça permet de prendre un nouveau départ. Et bien sûr, en gardant en tête, attention, par contre, il ne s'agit pas de refaire la même chose et puis on prend les mêmes, on recommence et on espère un résultat différent. Sinon clairement, ça ne marche pas. Mais j'ai trouvé ça passionnant en fait. Enfin, je trouve ça vraiment très intéressant, l'usage des trigger points et justement intégrer ça dans les techniques manuelles peut-être qui peuvent être bah, utilisées. Je sais que tu m'avais parlé une fois de résultats même sur des choses qui n'ont rien à voir d'un point de vue de ce qu'on peut imaginer parce que tu parles de lombalgie, c'est vrai qu'assez facilement on fait le lien, mais tu m'avais parlé de choses sur des états digestifs et je trouvais ça hyper intéressant aussi, tu vois, de voir que ça s'applique à plein de choses. Oui, parce que bah, si on regarde les localisations des trigger points, des points gâchettes, je ne l'ai pas ici, mais j'ai un livre sur l'acupuncture. Je m'intéresse à plein de choses. Et en gros, plus de 90% des points de trigger points sont des points d'acupuncture. Sans être spécialiste de médecine chinoise, je pense que leur approche systémique nous donne une grosse leçon d'humilité par rapport à ce qu'on fait en Occident, on le voit très bien en ce moment. Et qui dit approche globale dit justement mode de pensée un peu différent. Et on peut imaginer, je prends le cas des céphalées par exemple, les migraines qui sont on va dire installées depuis pas mal d'années, que les gens essayent pas mal de choses, n'ont pas trouvé de solution. Moi j'ai le cas par exemple d'un ami ostéopathe qui a réglé une migraine chronique d'une grand-mère en une manip, juste en repositionnant l'atlas et l'axis l'une par rapport à l'autre, les deux premières vertèbres de colonne vertébrale, parce que cette personne n'avait pas compris qu'elle avait eu un accident de voiture, un coup du lapin, et ça avait bougé. Et que les céphalées avaient commencé à se mettre en place à ce moment-là. Et elle n'avait pas fait le rapprochement. C'est quand il a demandé la radio, en fait, qu'il a dit, mais vous voyez, ici, c'est pas tout à fait bien. C'est pas positionné comme ça devrait. Il a fait la manip et pof, instantanément, il n'y avait plus rien, quoi. Après, sur d'autres choses, toujours les céphalées, il y a à peu près une vingtaine de points qui permettent de gérer en fait, les migraines. Selon les endroits où elles sont, il y a des points gâchettes qui correspondent à ça. Et moi, j'ai des amis ou même des stagiaires, quelquefois, qui viennent avec des migraines. Je dis, t'as mal où? Puis je traite le point, et puis elles sont surprises quand même pas une minute, 2 minutes de traitement, ça diminue direct, quoi. Puis, bah, c'est lié. Après, je
Je lui donne les sources internet, tu vas là-dessus. Si tu as toujours mal là, regarde le point, c'est celui-là. Tu peux t'auto-traiter. Et si au lieu de prendre un Doliprane, c'était la mode il y a un an, tu traites le point et tu vas voir que ça a un effet. Ça marche bien. Et c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Il y a à peu près 120 muscles au niveau du cou qui permettent de maintenir ce poids qui est lourd. On ne se rend pas compte du poids de la tête, hein, sur on va dire une assise verticale. Et la moindre variation et la moindre contrainte, là, on est face à face, là. Mais quand on travaille devant l'ordinateur, quelquefois, on se rapproche de l'ordinateur parce qu'on a des mauvaises lunettes, on ne les a pas choisies comme il faut. Et bien, toutes ces choses qu'on fait tous les jours qui contraignent cette zone-là peuvent entraîner des pathologies de type migraine, par exemple, s'il fallait, ou d'autres choses. Hein. Ça peut être aussi des contractures musculaires qu'on n'arrive pas à faire disparaître. L'ostéo vous la gère et hop, elle revient. Il se passe quoi? Peut-être que la posture a à voir avec ça. Peut-être que ton mode de pensée a à voir avec ça. Peut-être ta façon de t'alimenter a à voir avec ça. Puis, pour le coup, là, par rapport à ce que tu disais, j'avais une stagiaire, on était en fin d'année, on faisait un stage sportif avec eux. Elle avait un problème on va dire de blocage du transit intestinal, surtout sur le côlon, enfin la partie horizontale du côlon. Et il y a un point sous le pied que j'ai traité 2 fois 5 minutes. Et ça suffit à libérer la zone. Elle est allée aux toilettes le lendemain, de la même façon que si on avait mis des aiguilles d'acupuncture dessus, quoi. Voilà. Ouais, c'est passionnant d'utiliser l'acupression finalement au travers des trigger points et tout. Donc ça, vous inquiétez pas, dans la formation, il y a Pascal qui va vous en parler. Et surtout, vous allez avoir aussi un cours d'acupressure avec notre praticienne en médecine traditionnelle chinoise expert qui va vous faire aussi tout un truc sur les techniques qu'on peut employer. Donc vraiment, vous inquiétez pas, vous allez être pareil. Parce que là, on évoque beaucoup de choses. Je sais que certaines personnes vont me dire, mais en fait, moi, j'ai envie d'apprendre tout ça, mais ça s'apprend nulle part. Ça peut s'apprendre chez nous. Et pas seulement si vous faites le cursus complet, vous pouvez l'apprendre également en venant faire les modules à la carte pour ceux qui sont déjà naturopathes, déjà en études dans d'autres écoles. Pas de sectarisme ici. Notre but, c'est que ça monte en compétences et avec des gens comme Pascal qui ont une vision très, très, très transversale avec beaucoup de discipline, bah, ça permet de faire des liens énormes, d'amener beaucoup de nuances, beaucoup d'humilité aussi parce que je trouve que quand on se rend compte à quel point c'est très, très large de comprendre un sujet, bah, ça crée de l'humilité en se disant bah, finalement quelque part, je sais ce que je sais, mais il faut aussi savoir ce que je sais pas, quoi, et comprendre que je suis pas le maître du monde, quoi, et que je suis personne en fait pour dire à quelqu'un c'est comme ça, il y aura jamais d'autres infos qui changeront par la suite. En tout cas, c'était vraiment passionnant, Pascal, tout ce que tu nous as partagé. Je te remercie énormément. C'était vraiment très très intéressant. J'espère que toutes les personnes qui auront envie d'apprendre des choses sur l'activité physique, le sport santé, tout ce que tu as évoqué et qui aimeraient en faire bénéficier les personnes dont ils ont la charge, même si la prise en charge, je suis pas très très favorable non plus à ce terme, mais je préfère le terme d'accompagnement comme toi. Bah, en fait, toutes ces personnes-là pourraient en bénéficier puisque c'est des outils qui viennent compléter cette vision globale qu'est la naturopathie. Donc merci Pascal, c'était vraiment cool d'avoir cet échange. Et puis pour tous les autres, bah écoutez, jusqu'à ma prochaine vidéo, prochaine interview, prochain live, prochaine réunion ou je ne sais quoi. Je vous dis portez-vous bien, continuez à croire en vos rêves, continuez à vous intéresser à tout un tas de choses et puis à très vite les amis. Hein.